Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous copro sur la thématique de la mobilisation en copropriété. Je me présente, je suis Lloyd Oyenamono, conseiller en charge de l'accompagnement des copropriétés à l'Agence parisienne du climat. Je suis en charge du 10e et du 8e arrondissement et je suis accompagné ce soir de Diana Bello, qui est également conseillère en accompagnement des copropriétés pour les 6e et 7e arrondissements et qui va se charger de gérer le back-office. Donc, elle va regarder toutes les questions. Si vous avez des remarques, vous pouvez les écrire sur le chat. Euh, je serai également accompagné de Charlotte Guénou. Alors, Bonjour. Charlotte Guénou, qui est chef de projet chez Urbanis, qui accompagne des copropriétés sur des projets de rénovation énergétique. Et enfin, nous serons également accompagnés de Sarah Kazandar, qui est une membre du conseil syndical d'une copropriété qui a été accompagnée par l'APC et qui est aujourd'hui intégrée au dispositif Éco-Rénovons Paris Plus qu'on va, euh, qu'on va évoquer ensemble. Petit point technique, on va commencer donc par donner quelques petites règles. Les webcams ne sont pas activés, ni les micros pour les personnes qui suivent le webinaire, uniquement pour les intervenants et les intervenantes. Comme je l'ai évoqué, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions en cliquant sur Q et R tout en bas, tout au milieu de la, la barre qui s'affiche en dessous de votre écran. Vous avez chat euh, et voilà. Donc tout de suite, on a fait l'introduction. Je vais revenir sur le déroulé. Je me suis présenté, ma collègue également. Tout de suite après, on va parler d'un retour d'expérience avec Charlotte Guénou de Urbanis sur l'accompagnement de l'AMO dans la réalisation des travaux. Elle pourra donner quelques conseils sur comment réussir une bonne mobilisation dans une copropriété, notamment dans la préparation à l'intégration d'Éco-Rénovons Paris Plus, mais plus généralement sur la préparation à la réflexion sur un projet de rénovation énergétique et jusqu'au moment de voter les travaux. Donc, ensuite, on va évoquer le cas de la copropriété du 52 rue Le Thor dans le 18e arrondissement. Et ce troisième point, on va l'évoquer avec Madame Sarah Kazandar qui est présente ce soir et qui nous fera également un retour d'expérience sur comment, au sein de leur copropriété, ils ont préparé le projet de rénovation du premier contact avec l'APC jusqu'au moment où ils ont voté la maîtrise d'œuvre et préparé l'intégration à Éco-Rénovons Paris Plus. Et voilà. Et ensuite, on aura un petit temps pour des questions et réponses. Et je précise juste que Charlotte Guénou ne pourra pas rester avec nous jusqu'à la fin de ce webinaire. Donc, on prévoit également un petit temps de questions-réponses avec Charlotte avant qu'elle ne puisse nous quitter. Et donc, ce temps de questions-réponses, on l'a établi juste après son intervention. Donc, je vais rapidement présenter l'Agence parisienne du climat pour ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent pour la première fois. Donc, l'Agence parisienne du climat est une association créée en 2011 par la ville de Paris. Donc,
entre autres, pour accompagner la mise en place de son plan climat, air et énergie. Aujourd'hui, nous sommes également une agence locale d'énergie. Vous avez sans doute entendu parler des espaces France Rénov'. Donc, on apporte également des conseils aux usagers sur des projets de travaux dans les logements. Euh, Nous travaillons également sur d'autres thématiques que le bâti ou la rénovation. Donc, de plus en plus, nos missions s'élargissent aux questions du changement climatique, de qualité de l'air, de recyclage des déchets, de rafraîchissement ou de végétalisation. Donc, ça, c'est un petit peu toutes les thématiques aujourd'hui que nous traitons, même si principalement notre activité tourne autour de la rénovation énergétique. Donc, nous interagissons avec différents publics. Je l'ai un petit peu évoqué, mais les particuliers peuvent nous contacter s'ils ont des projets de rénovation dans leur logement. Nous travaillons également principalement avec les copropriétés puisque nous sommes implantés sur le territoire parisien. Et donc, pour le bâti, c'est essentiellement des immeubles. Voilà. Nous avons également des contacts avec des professionnels du bâtiment et de l'immobilier, euh, puisque nous avons également développé, une annuaire des professionnels via laquelle on peut faire des recommandations de professionnels si nous sommes en contact avec une copropriété qui envisage de faire un audit, par exemple, ou un projet de végétalisation. Et puis voilà, nous interagissons aussi avec d'autres acteurs, notamment des acteurs économiques ou des décideurs locaux, comme la métropole du Grand Paris, qui subventionne également un dispositif sur l'étude de la maîtrise d'œuvre. Donc, rapidement, sur le rôle du conseiller à l'APC, je me suis présenté tout à l'heure comme étant conseiller en accompagnement des copropriétés et ma collègue Diana Bello également. En quoi consiste cet accompagnement? Principalement, c'est d'aider les copropriétés à maturer leur projet de rénovation pour voilà, faire, faire avancer la réflexion en interne. Ensuite, nous gérons également le, les demandes de subventions pour des audits, principalement l'audit DTG et l'audit de maîtrise d'œuvre. Donc aujourd'hui, la ville de Paris et la métropole du Grand Paris ont mis en place des dispositifs d'encouragement pour aider les copropriétés à subventionner ces deux audits. Et donc, nous sommes un petit peu la porte d'entrée pour ces deux dispositifs-là. Et donc, dans ce cadre-là, nous sommes en charge de l'analyse des devis qui nous seront soumis avant de monter le dossier de demande d'aide. Et ensuite, voilà, donc nous faisons également des prescriptions ou des recommandations de professionnels pour les copropriétés qui sont intéressées et qui ont du mal à trouver des professionnels pour réaliser ces audits. Donc, pour avoir un premier contact avec nous, la première chose à faire, c'est de s'inscrire sur la plateforme Coach CoPro que vous voyez en bas de l'écran. Et une fois que vous êtes inscrit, vous avez une validation par un conseiller ou une conseillère de votre inscription, puis un premier contact pour comprendre le sens de votre démarche. Donc rapidement, sur cette plateforme, vous avez un centre de ressources qui vous permet de consulter un certain nombre de documents, notamment les cahiers des charges pour le DTG et la maîtrise d'œuvre. Vous avez également différentes fiches qui sont
rédigés par des collègues sur différentes thématiques, que ce soit la végétalisation, euh, les éco-gestes, voilà. Vous avez donc, je l'ai évoqué, l'annuaire des professionnels et vous pouvez également trouver une liste de copropriétés rénovées qui peut aussi faire évoluer, enfin, comment dire, nourrir votre réflexion si vous recherchez des copropriétés ont été construites à peu près à la même période que la vôtre, qui sont du même style architectural et qui ont pu avancer vers des projets qui ont abouti. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Charlotte pour le retour ou les retours d'expérience sur l'accompagnement de l'AMO. Et donc, Charlotte, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Lloyd. Bonsoir à toutes et tous. Charlotte Guenou, je suis chef de projet Éco-Rénovons Paris Plus chez Urbanis. Je vais vous présenter rapidement le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus pour lequel Urbanis est mandaté par la ville de Paris pour accompagner les copropriétés. Et ensuite, on reviendra sur les différentes étapes d'un projet de rénovation énergétique et environnementale et on verra, selon les étapes, qu'est-ce qui peut être mis en place dans vos copropriétés pour mobiliser tout le monde et mener à bien votre projet. Donc, le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, c'est bien un dispositif qui a été lancé par la ville de Paris en 2022 et qui se terminera en septembre 2026. Toutes les copropriétés parisiennes peuvent bénéficier de ce dispositif et donc de l'accompagnement gratuit de la part d'Urbanis sur certains arrondissements ou bien de Solia. Selon l'arrondissement dans lequel se trouve votre copropriété, c'est l'un ou l'autre des opérateurs qui est mandaté par la ville pour vous accompagner. Pourquoi ce dispositif? Eh bien, pour améliorer, bien entendu, le confort de vie des Parisiens, pour vous permettre d'avoir un accompagnement vraiment très spécifique pour votre projet, à la fois technique. Donc nous, on travaille dans notre équipe, on a des architectes. Alors on ne fait pas du tout la maîtrise d'œuvre. Je vais revenir, comme je l'ai dit, sur les étapes d'un projet juste à la suite. On ne fait pas la maîtrise d'œuvre, néanmoins, on a des conseillers techniques de formation d'architectes dans notre équipe, voilà, pour nous assurer que techniquement parlant, le projet va bien correspondre au cahier des charges des financeurs. Et oui, des financeurs, parce que l'autre pan de notre accompagnement, c'est de mobiliser des subventions publiques, donc auprès de la ville de Paris, dans le cadre du dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, mais également auprès de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui propose aussi des aides. Vous avez sans doute entendu parler de MaPrimeRénov' copropriété ou MaPrimeRénov' tout court pour un geste au logement. Voilà, donc on va mobiliser ces aides publiques. Euh, voilà, tu peux avancer. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, la rénovation énergétique et environnementale en copropriété, ça doit respecter plusieurs étapes. Chaque étape étant votée en assemblée générale. Donc, Lloyd vous a parlé de l'étape diagnostic global, le DTG. En général, nous, quand on commence l'accompagnement des copropriétés, c'est une fois que le DTG il est terminé et au démarrage de la mission de maîtrise d'œuvre. La mission de maîtrise d'œuvre, elle se compose de deux grandes phases. La conception du projet, donc la conception du scénario de travaux que vous allez avoir choisi en fin de DTG. Là, vous allez missionner un maître d'œuvre, un architecte ou un bureau d'études qui va en fait vous préciser la mise en œuvre du scénario de travaux. Il ne va pas simplement vous dire, vous pouvez isoler par l'extérieur votre façade, mais il va vous parler d'épaisseur, de matériaux, ce genre de choses. Il va vraiment rentrer dans le détail. Donc, il y a cette première phase de conception. Et ensuite, il y a la phase de consultation des entreprises. C'est ce qu'on appelle la mission de maîtrise d'œuvre. Et donc, nous, en parallèle de ça, on va commencer à travailler. On va commencer à vous accompagner. Et notre première étape, ça va être de lancer une enquête dans votre copropriété pour déterminer
si la copropriété dans son ensemble serait éligible à l'aide collective de la ville de Paris. Cette enquête va également nous permettre d'identifier des propriétaires occupants qui seraient éligibles cette fois à des aides individuelles selon ressources. Donc déjà, là, il y a plusieurs moments où, en tant que, je ne sais pas si vous êtes pour la grande majorité peut-être membre d'un conseil syndical, mais en tout cas, il y a déjà à cette étape plusieurs moments où le conseil syndical ou en tout cas les personnes référentes sur le projet de rénovation énergétique qui peuvent se mobiliser pour entraîner pour lancer une dynamique. Donc, en fin de DTG, il faut déjà qu'il y ait une présentation du rapport. Il ne suffira pas de le... Donc, ça fait en général partie du cahier des charges et ça, l'APC, de toute façon, vous accompagnera à ce niveau-là. Mais une présentation du rapport à l'ensemble des copropriétaires, ou du moins à ceux qui se mobiliseront pour participer à une visio ou à un temps en présentiel, c'est important. On fait beaucoup de visio maintenant, mais le présentiel, ça reste très important. Voilà, pour que chacun puisse prendre connaissance des résultats de ce diagnostic de l'immeuble. Vous allez ensuite choisir donc un scénario de travaux, comme je le disais, sur lequel ce sera le fil rouge de la mission de l'architecte, du maître d'œuvre en phase conception. Et donc là, je dirais qu'il y a un temps, il va y avoir un temps de travail en plus petit comité avec l'architecte, avec le syndic, le conseil syndical. Mais en fin de conception, c'est bien aussi là de réunir les copropriétaires pour leur dire, bon ben voilà, on en est à la fin de la première étape de la mission de maîtrise d'œuvre, la fin de la conception, on a choisi ce scénario-là, comment on peut le mettre en œuvre? Eh bien, l'architecte va nous expliquer. Et il ne va pas expliquer uniquement au conseil syndical, il va expliquer à tous les copropriétaires. Et ça, c'est important parce que vous, en tant que membre du conseil syndical, vous allez être très impliqué. Vous allez participer à beaucoup de réunions. C'est du bénévolat, hein, clairement. C'est sur votre temps libre que vous allez faire ça. Et c'est important que régulièrement, vous puissiez ouvrir l'échange, la conversation et le projet aux autres copropriétaires pour dire, bon, bah voilà, on en est là. Est-ce qu'on continue d'avancer? Ça va vraiment voilà, vous permettre d'avoir du soutien ou parfois bah, de vous rendre compte que, oulala, il n'y a personne qui a l'air de comprendre donc comment on peut réorienter, comment on peut refaire un peu de pédagogie et de la communication voilà, pour rassurer tout le monde. Donc, c'est bien d'avoir ces moments d'échange à différentes étapes du projet et pas que au moment du vote des travaux. Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, nous, en parallèle de cette phase conception, on a une enquête. On lance une enquête auprès des copropriétaires. Donc, les réponses sont évidemment confidentielles, ne sont à renvoyer que à Urbanis ou Solia, bon, à l'opérateur, à l'assistant en maîtrise d'ouvrage qui vous accompagne. Néanmoins, le conseil syndical peut jouer un rôle à ce moment-là, si jamais on vient vers vous en vous disant, bon, là, on n'arrive pas à clôturer l'enquête parce qu'il y a des critères à respecter, 70% de taux de réponse notamment. Donc voilà, si on vient vers vous pour vous dire, on a fait une relance, deux relances, trois relances, on n'arrive pas à clôturer l'enquête, bon, bah là encore, vous avez un rôle à jouer, effectivement. Alors, de la communication dans les parties communes, ça, c'est assez classique. Mais parfois, ça peut aller, bah oui, jusque au porte-à-porte, appeler ses voisins pour dire il faut répondre à l'enquête, pour expliquer pourquoi c'est important de répondre à cette enquête. Et donc là, c'est important pour vous de bien avoir en tête les différents critères liés aux subventions. Alors, rassurez-vous, l'AMO, donc assistant à maîtrise d'ouvrage AMO, qui vous accompagne, c'est notre rôle de vous rappeler, de vous expliquer, de vous donner les supports, les outils. Dans les comptes rendus, voilà, on rappelle les règles pour que vous-même, vous puissiez vous les approprier. Et ensuite, bah voilà, les transmettre aux copropriétaires qui n'auraient pas bien compris pourquoi il faut une enquête, pourquoi on vient m'embêter avec des relances ou quoi. Donc voilà, vous devez pouvoir, avec notre appui bien évidemment, expliquer ces différentes étapes, ces différentes règles à vos copropriétaires. Et donc, bon, on arrive à la fin de cette enquête, on a réussi à la clôturer. Nous, on va, dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris Plus, toujours, hein, on va pouvoir demander une attestation d'éligibilité à la ville de Paris. C'est un premier document officiel qui vous permet de rassurer
et de continuer à mobiliser les troupes, si je puis dire, parce que ça va permettre d'assurer l'éligibilité de la copropriété dans son ensemble à l'aide de la ville de Paris. Et donc ça, c'est super quand vous l'avez de la communiquer, c'est valable jusqu'à la fin du dispositif. Ensuite, on passe à la phase consultation. Donc là, le maître d'œuvre va consulter les entreprises, va obtenir des devis. Et donc nous, sur la base de ces devis, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une demande d'avis préalable. C'est en fait un accord de principe qu'on soumet aux financeurs, donc Ville de Paris et ANA, pour que vous ayez un accord de principe, une première estimation sur les aides qui pourraient vous être allouées en cas de vote du scénario étudié par l'architecte. Donc, l'attestation de l'éligibilité et l'avis préalable, c'est vraiment deux outils d'aide à la décision qui sont, voilà, qui vous, en tant que membre du conseil syndical, vous aident à convaincre. Ça rassure, on se dit on est suivi, on est accompagné, on a des documents officiels. Et ces documents donc, se basent, comme j'ai dit, sur les devis. Donc, plus on avance dans le projet et plus on a des estimations précises sur les subventions. Également, ça fait partie de notre mission de réaliser des plans de financement individuels. Donc, avec le montant de votre quote-part, le montant de l'aide collective qui serait alloué à chacun et le montant de l'aide individuelle si toutefois la personne y est éligible. On est également là en appui de votre syndic, ce qui m'amène donc à la question du syndic. C'est une vraie question. Alors, certains d'entre vous sont peut-être en syndic bénévole, c'est tout à fait valable. Par contre, il faut vraiment voilà, être au courant de toutes ces grandes étapes qui vont être à réaliser. Voilà, il y a des démarches administratives voilà, qui sont liées à un projet de rénovation énergétique. Donc, quand il y a l'AMO, évidemment, on vous aide. Nous, on réalise absolument tous les dossiers de demande de subvention, de solde ou quoi. Mais par exemple, pour les prêts, bon, ça, c'est le rôle d'un syndic de mobiliser des prêts. Voilà, c'est des questions qu'il faut vous poser si vous êtes un syndic bénévole. Si vous avez un syndic professionnel, assurez-vous que la relation est solide, que vous êtes voilà, juste bien accompagné par votre syndic. C'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu compliqué. On se rend compte au cours d'un projet que le syndic il ne répond pas aux mails, il n'est pas présent aux réunions, il souhaite pas s'investir. Bon, ça, pensez-y au démarrage du projet. C'est important d'avoir un syndic qui vous suit, quoi, qui vous soutient, qui est partant pour la rénovation énergétique. Bon, c'est de plus en plus, hein, maintenant, on n'y échappe plus à la rénovation énergétique, mais voilà, c'est un point d'attention à avoir. J'ai parlé du coup de la consultation. On arrive en fin de consultation, on arrive au vote des travaux. Avant le vote des travaux, bien évidemment, réunion d'information, là encore. Donc, réunion d'information en fin de conception, réunion d'information en fin de consultation, avant l'Assemblée générale vote de travaux, avec tous les copropriétaires pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Et ça, bien évidemment, l'architecte participe et votre assistant maîtrise d'ouvrage participe aussi pour présenter le projet technique et les subventions liées. L'objectif de cette réunion, bien entendu, c'est ensuite d'arriver en assemblée générale en ayant en toute connaissance de cause, pour pouvoir que l'assemblée générale, ça reste un moment de vote et non pas de débat. Voilà, vraiment, nous, on vous conseille fortement de dissocier le moment d'information et de l'assemblée générale. Ça évite, surtout si vous faites une assemblée générale ordinaire pour voter vos travaux. Selon la taille de la copropriété et selon l'ampleur du projet, ça peut vraiment être judicieux de faire une assemblée générale extraordinaire. Alors oui, ça peut engendrer des frais, ça engendre des frais. Selon la taille de la copropriété, on peut trouver des salles. Nous, on peut mettre des salles à disposition. Parfois, les mairies d'arrondissement aussi peuvent mettre des salles à disposition. Voilà, donc bon, une AGE, ça peut engendrer des frais, mais vraiment, c'est parfois très nécessaire pour bien dissocier les sujets et que votre assemblée générale, surtout, ne dure pas 5 heures. Voilà, parce que le vote d'un projet de rénovation énergétique, ça peut être assez long.
Voilà, et donc ensuite, pendant la phase chantier, donc là, les travaux ont été votés. Nous, on va réaliser la demande de subvention. Donc après, une fois que le projet il est voté, je dirais qu'il y a ce qui va se jouer, ça va être plus de rappeler la date des appels de fonds. Et le syndic, là, il va devoir gérer tout ce qui va être mobilisation des prêts collectifs. Donc bon, ça, il peut y avoir une mobilisation aussi en interne pardon, pour bien préciser les délais, qu'il faut bien répondre au syndic si on souhaite mobiliser un prêt collectif, ce genre de choses. Mais après, nous, notre travail, concrètement, une fois que les travaux sont votés, tout le côté administratif, justement, vous en êtes assez épargné dans le sens où on va traiter surtout avec le syndic, en fait, pour signer des documents. Euh, voilà pour les étapes. Alors, il y aura sûrement des questions, j'y répondrai. Pour les, oui, voilà. Donc pour la communication, il y a vraiment différentes clés pour communiquer. Donc je vous ai dit déjà, en fonction des étapes. Prenez votre temps. Parfois, on veut se précipiter. On se dit, il faut aller vite parce que là, il y a des aides. On ne sait pas s'il y en aura demain. On ne sait pas comment ce sera l'année prochaine. Ou, bon, là, il y a une dynamique. Donc, on a lancé le DTG, on a un fonds de DTG, il faut aller vite. C'est vrai, il faut profiter d'une dynamique s'il y a une dynamique actuellement. C'est vrai que les aides, notamment de l'État, elles peuvent évoluer tous les ans. Néanmoins, dans la balance, il faut quand même prendre en compte l'importance de respecter les étapes. Et ça, nous, on le voit sincèrement. Des copropriétés qui se précipitent, eh bien, voilà, ça veut dire potentiellement pas suffisamment de communication, des étapes bâclées, voilà, des prestataires qui vont être sous pression. Alors, on se dit, bah oui, mais c'est leur travail, certes, mais voilà, il faut aussi laisser le temps de faire le travail. Et il y a la question des instances, comment dirais-je, les instances qui sont liées au dispositif. Si vous voulez, nous, chaque étape que je vous ai présentée, l'éligibilité de la copropriété, l'accord de principe, tout ça, c'est des étapes qui passent en commission. Et donc, bien évidemment, c'est des dates précises à respecter. Et donc, ça, c'est pareil. C'est bien de prendre le temps de respecter ces échéances pour obtenir les documents officiels des financeurs et avancer, voilà, en étant rassuré, en connaissance de cause. Donc voilà, sur le fait de prendre son temps, même parfois ça nous démange, on veut aller plus vite que la musique, mais non. Voilà par rapport à la communication que vous pouvez avoir dans votre copropriété avec vos copropriétaires. Déjà, très important de former un groupe. Parfois, on se lance tout seul. Plus vous allez avancer, moins ce sera possible d'avancer tout seul. Il faut vraiment que vous soyez, selon la taille de la copropriété, ça dépend, mais vraiment deux, c'est le grand minimum. Soyez au moins deux pour vous relayer, pour participer aux réunions et être plusieurs à entendre, parce que c'est beaucoup d'informations. Déjà, rien que là, je suis sûre que je vous dis plein de choses, ça, voilà, ça peut être confus. Je ne sais pas si là tu l'as dit, mais vous aurez la présentation, c'est enregistré de toute façon. Oui. Voilà. Mais donc voilà, être plusieurs à entendre, même si vous aurez des comptes rendus, tout ça, c'est important pour intégrer toutes les informations et surtout pour pouvoir les communiquer. Centraliser surtout les différentes questions des copropriétaires. Rendez-vous disponible, créer une adresse mail spécifique. Alors, soit pour le conseil syndical pour traiter toutes les questions, ou vous pouvez même avoir une adresse mail vraiment spécifique au projet, où les gens peuvent vous écrire et ensuite, comme ça, vous pouvez nous transmettre les questions parce que nous, on ne répond pas. Si vous êtes une copropriété de 50 personnes, on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est vraiment vous, conseil syndical, qui allait être notre interlocuteur. Donc, c'est important que vous puissiez centraliser. C'est important que vous ayez connaissance de toutes les informations qu'on va vous transmettre, notamment sur les aides, pour que vous puissiez rassurer. En avançant, voilà, dans le projet, des copropriétaires qui viennent vous voir, qui vous disent, mais moi, je ne pourrais jamais payer. Et ben voilà, c'est bien que vous ayez connaissance des différentes aides individuelles aussi,
alors pas tout dans les détails, il y a des documents, ça pour vous le rappeler, mais qu'il y a des prêts collectifs pour faciliter l'accès au financement. Voilà, c'est des choses qui doivent vous permettre de rassurer vous dans votre copropriété. Alors après, les méthodes, je sais qu'on a des copropriétés qui ont une page YouTube. Les groupes WhatsApp, ça se fait de plus en plus, c'est pas mal. La page YouTube, c'est moins fréquent, mais ça peut bien fonctionner. Voilà, je sais que ça peut arriver qu'on nous demande est-ce que ça vous dérange qu'on enregistre quand une réunion est en visio? Est-ce que ça vous dérange qu'on enregistre la réunion comme ça? On peut la diffuser, c'est plus facile pour nous. Bah, voilà, on n'accepte pas selon les personnes présentes, mais ça peut être une idée. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Oui, je vous ai parlé d'un groupe du CS. Je voulais quand même vous dire aussi que c'est pas obligé que ce soit des membres du CS, hein. Ça peut être, il y a même des copropriétés où c'est arrivé, alors, c'est très rare, mais c'est arrivé qu'un locataire s'investisse dans le projet. Bon, ça c'est très rare. Mais en tout cas, des copropriétaires qui ne sont pas dans le conseil syndical, c'est complètement possible. Ce n'est pas une obligation que le référent du projet ou en tout cas les personnes avec qui nous on va traiter dans le cadre du dispositif soient dans le conseil syndical. Un conseil syndical uni au maximum. Alors, c'est pas toujours évident, vous allez me dire, c'est clair. Il peut y avoir des désaccords au sein d'un conseil syndical. Je vais pas vous mentir, si vraiment sur un conseil syndical de 10 personnes, il y en a 5 contre, 5 pour, c'est compliqué. Il faut trouver un terrain d'entente, il faut faire des compromis. Sinon, ça peut vraiment bloquer un projet pendant des mois, voire des années. Donc ça, voilà, le compromis, on vous aide, hein. On vous aide selon les scénarios. Moi, je veux ci, moi, je veux pas ça. Ben, on fait des calculs de montant de travaux, de subventions, voilà, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Voilà, je dirais, je finirais en disant qu'il faut être convaincu pour pouvoir être convaincant. C'est tout bête, mais ma foi, ça marche bien. Il y a un petit récap, là, je vois sur la slide, la dernière slide de notre mission. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce qu'on faisait. Mais s'il y a des questions, on peut y répondre. Merci Charlotte. Effectivement, il y a donc la dernière slide, c'est un petit récapitulatif de tout ce que Charlotte a évoqué sur l'accompagnement financier et l'accompagnement technique de l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et donc, on va passer à la première phase de questions. S'il y a des questions pour Charlotte. Alors, je regarde en direct les questions et réponses. Pardon, bonjour à tous, je suis Diana Bello, donc collègue de l'OID à l'Agence parisienne du climat et conseillère du 6e et 7e arrondissement. Donc, je regarde en direct les questions et réponses. Donc, là, je vois une personne qui pose une question concernant l'accompagnement réalisé par Solia. Apparemment, dans les cadres d'un projet, apparemment, 2 copropriétaires ont été oubliés en termes des aides individuelles. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas? Quels recours existent ces 2 copropriétaires, par exemple? Dans les cas où voilà, vous accompagnez une copropriété et il y a peut-être des individus ou des copropriétaires qui sont oubliés. Est-ce que c'est déjà quelque chose qui vous est déjà Alors, arrivé auparavant? ouais, pardon, je t'ai coupé. Je lis la question en même temps. Alors, bon, plusieurs possibilités à ça. Bon, il faut voir si ces personnes avaient répondu à l'enquête. Ça, c'est certain que si les copropriétaires ne nous répondent pas, on ne peut pas deviner leur situation. Donc, vraiment, c'est à ça que ça sert, hein. Il y a toujours des relances pour les enquêtes pour essayer d'avoir un maximum de réponses. Néanmoins, on ne va pas jusqu'au 100%. Donc, le critère de la ville, c'est 70%. Cela étant, jusqu'au vote des travaux, les personnes peuvent revenir vers nous, hein. Ce n'est pas parce que l'enquête est clôturée que les personnes ne peuvent pas revenir vers nous pour nous dire, au fait, je n'ai pas répondu. Voilà ma réponse. Ce qu'il faut savoir pour rattraper le coup, s'il y a 2 propriétaires occupants qui auraient pu avoir des aides individuelles, si les dossiers sont déposés déjà et engagés, il ne pourra pas y avoir de rattrapage.
Je dirais que sur Paris, la seule possibilité, ce serait une aide du Centre d'action sociale de la ville de Paris, KSVP, qui est possible, mais il faut que les travaux soient toujours en cours, pas que les travaux soient terminés. Donc, à voir si c'est votre cas ou pas. Mais en tout cas, les aides individuelles, Ville de Paris, dans le cadre d'une rénovation énergétique pure, hein, et de l'ANA, si le dossier il est déposé et que les aides sont engagées, donc en gros que ça a été accepté et que la copropriété a reçu sa notification, on ne peut plus revenir en arrière. Ok. Voilà. Euh, D'autres questions? Je voudrais savoir si vous faites des présentations spécifiques pour les syndics. Bah, ça va être plus une réponse de... Oui, pour l'APC, alors je précise rapidement qu'on va essentiellement pour cette première partie prendre les questions qui concernent Charlotte Ouais. et donc on reviendra sur les autres questions qui ont été postées dans les différents chats. Alors, il y a une autre question par rapport à justement l'étape après les DTG. Est-ce qu'une étude des DTG suffit pour l'étude des conceptions ou il faut un DPO, PPT, DTG, étude amiante, plomb, etc. pour faire les scénarios? Alors, ça, c'est une question qui est assez générale. Bah, en réalité, le DTG suffit pour passer à la phase maîtrise d'œuvre conception et démarrer l'accompagnement d'un assistance en maîtrise d'ouvrage. Est-ce que l'accompagnement de Solia Urbanis est effectif dans les 92, par exemple pour Modon? Alors, Meudon, il faudrait que je me renseigne auprès de mes collègues. Alors, pas dans le cadre du dispositif dont moi je viens de vous parler, qui n'est valable qu'à Paris. Il y a d'autres dispositifs dans le 92. Là, je reviendrai vers l'APC qui pourra repréciser Oui, si besoin, mais Meudon, je suis pas certaine qu'il y ait un dispositif actuellement. En tout cas, animé par Urbanis. Solia, mm, euh, oui, en effet, je vous encourage à contacter Grand Paris ouais. Seine-Ouest Énergie. C'est la LEC locale de Modon, les personnes qui habitent dans ces secteurs-là. Mm. Mm. Alors, l'étude des conceptions, c'est uniquement les DTG ou DTG, DPE, PPT, amiante, plomb, etc. Ça, on l'a passé déjà. Il y a d'autres questions dans l'autre. En fait, il y a deux endroits où les personnes peuvent poser des questions. Oui, alors il y a une question de Madame Hélène Rolnick sur qui effectue la réception des travaux lorsque la copropriété n'a pas d'architecte. Pourriez-vous en dire davantage sur les assurances à prendre pour les travaux comme alors, je n'ai pas lu toute la question. À Pour les prendre pour les travaux, travaux comme une euh, courage. Bah alors là, je ne sais pas si tu... c'est assez général, mais... En tout cas, la réception des travaux lorsque la copropriété n'a pas d'architecte, bah, ça va être le syndic. Enfin, bon là, je pense que vous serez d'accord avec moi là, tout à fait. pour Non, dire c'est ce qui ça. syndic et surtout, on vous recommande vivement d'avoir un architecte. Si vous partez sur une rénovation globale, alors après, si vous faites un ravalement de façade simple, bon, ça peut se faire sans architecte, bien sûr. Mais là, quand on parle de rénovation énergétique globale, il faut avoir un maître d'œuvre. C'est beaucoup plus simple et enfin, c'est beaucoup plus simple. Et puis de toute façon, c'est obligatoire pour avoir des subventions. Voilà. Et pour l'assurance, je rentrerai pas, pour le coup, je ne ferai pas de réponse par rapport aux différentes assurances à prendre. Je pense qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. Euh, Alors, est-ce qu'on a d'autres questions qui peuvent intéresser Charlotte? pour le chèque, tac, 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 le chèque de 10 000 euros, intervient la remise du chèque forfaitaire de 10 000 euros d'aide à la maîtrise d'œuvre.
Alors, c'est juste pour préciser, c'est pas tellement dans le cadre d'Éco-Rénovons Paris Plus, hein. Ça, c'est une aide qui provient de la métropole du Grand Paris et non pas de la ville de Paris. Néanmoins, effectivement, on la mobilise, nous, pour des copropriétés qu'on accompagne dans le cadre du dispositif. Et donc, c'est en fin de conception, enfin, en fin de la phase de maîtrise d'œuvre avant le vote des travaux. Donc, une fois que la consultation elle est terminée et qu'on prépare l'Assemblée générale vote de travaux, on peut lancer les démarches pour faire le solde de cette aide. Merci Charlotte. Alors, je propose qu'on prenne deux dernières questions. Mm. Donc là, j'ai deux questions. Pourriez-vous également répéter à quoi servent les enquêtes individuelles et en quoi consistent-elles? Et la deuxième, c'est pouvez-vous nous donner le pourcentage de copropriétés qui obtiennent des aides ou subventions, s'il vous plaît? Alors, pourriez-vous également répéter en quoi servent les enquêtes individuelles? Alors, en fait, l'enquête, elle se fait auprès de l'ensemble des propriétaires de logements. Et elle est demandée par la ville de Paris pour pouvoir rendre éligible dans sa globalité la copropriété. C'est-à-dire que si on atteint tous les critères, donc 70% de réponses, il y a des critères qui sont regardés aussi par rapport aux ressources des propriétaires occupants et des loyers pratiqués par rapport aux propriétaires bailleurs. Euh, et donc, en fait, si les critères sont atteints, eh bien, ça permet à tout le monde d'avoir une subvention. C'est vraiment pour avoir une aide collective. Et quand on parle d'aide collective, c'est vraiment des aides au syndicat des copropriétaires, que vous soyez propriétaire occupant, bailleur, propriétaire d'un commerce. Voilà, c'est vraiment pour que tout le monde ait accès à cette aide. Donc, même si vous vous savez non éligible à une aide individuelle parce que vos ressources sont supérieures au plafond, il faut répondre à cette enquête pour permettre à tout le monde d'avoir une aide. Voilà. Et puis, individuellement, nous, ça nous permet d'identifier les propriétaires occupants éligibles aux aides individuelles selon ressources. Et ensuite, pouvez-vous nous donner le pourcentage de copropriétés qui obtiennent des aides ou subventions? Non, alors là, de tête, je ne pourrais pas. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé. Il y a un webinaire bientôt sur la présentation spécifique du dispositif. Je n'ai pas la date, Lloyd, mais tu la donneras. Euh, je crois que c'est le 17, mais bon, peu importe. Donc, on vous précisera cette fois-ci toutes les aides. Mais c'est tellement... Enfin, en fait, l'accès aux aides, il est facilité dans le cadre du dispositif parce que ça se débloque à partir de 15% de gain énergétique. Ma prime rénov copropriété, si vous avez entendu, on parle souvent d'un gain énergétique de 35%. Côté ville de Paris, c'est à 15%. Donc finalement, voilà, ça permet aussi d'aider les projets qui, voilà, pour des raisons techniques ou des raisons financières, on ne pourrait pas atteindre le 35% de gain énergétique. Voilà, non, c'est vous donner un taux, je ne pourrais pas là comme ça, mais c'est pas rare du tout. Non, vraiment, là, les feux sont tous au vert pour se lancer et obtenir des subventions. Très Voilà. bien. Merci Charlotte. Alors, je me permets quand même une dernière petite question, parce que je pense que ça touche un petit peu directement le sujet de ce webinaire. Euh, c'est la suivante. Donc, de votre expérience, avez-vous constaté des projets qui échouent à cause de la non-réponse au questionnaire Ah individuel oui. et dès cette étape? Alors, nous, on n'en rencontre pas tant on arrive à clôturer assez facilement les enquêtes. C'est ça hein, dont il s'agit, de répondre aux différents critères. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur. Quand on explique les critères liés à cette enquête, les conseils syndicaux peuvent nous dire, oh là là, on ne va pas y arriver. Et en fait, détrompez-vous. Finalement, on y arrive, dans la très grande majorité des cas, on arrive à clôturer les enquêtes, à respecter les critères. Donc, on nous dit de ce qu'on va avoir, eh ben, on va chercher d'autres aides et voilà, on essaie de voir ce qui est possible. Mm. Très bien. Je pense on a épuisé le temps qui était prévu pour toi, Voilà. Charlotte. Oui, Merci j'ai encore peut-être été d'être... un peu longue, mais bonne fin de webinaire et puis n'hésitez pas s'il y a des questions à me les partager, je répondrai.
à 18. Parfait. Voilà. Merci et ce sera Merci. bénéfique pour nous aussi d'ailleurs. Merci beaucoup Charlotte. Alors on Ah, va poursuivre le webinaire avec un cas d'une copropriété. Une copropriété que j'ai déjà évoquée en introduction, pardon. Donc c'est le 52 rue Le Thor dans le 18e arrondissement. Et je vais laisser Madame Sarah Kazindar, qui est la membre du conseil syndical, qui a accepté de venir témoigner sur son expérience euh, de l'accompagnement de la PC et comment ça s'est passé au sein de la copropriété pour préparer toutes les différentes étapes du projet de rénovation énergétique. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, je vais présenter rapidement un peu, partager l'expérience que nous avons eue. Donc, nous sommes une copropriété des années 70, comme vous pouvez voir sur la photo, avec 140 lots à peu près, divisés, enfin partagés sur 3 immeubles. Et les 3 immeubles sont des immeubles avec des toits terrasses. Voilà. Et nous avons donc tout a commencé parce qu'on s'est rendu compte que nous avons besoin d'entreprendre beaucoup, beaucoup de travaux, essentiellement liés à l'étanchéité des toits, parce que nous avions beaucoup d'infiltration. Et aussi, tous les gens qui habitaient dernier étage ou sous les toits avaient des problèmes aussi de choc de température, soit trop chaud, soit trop froid, été-hiver. Donc, et d'un autre côté, on savait aussi qu'il était nécessaire de faire un ravalement, que ça allait nous tomber dessus bientôt, très bientôt. Et on s'était dit, au lieu de commencer à faire étape par étape, parce que pour faire les étanchéités des terrasses, il faut faire plein de préparatifs avant, les échafaudages, tout ça, autant penser à faire global pour lisser déjà le coût sur plusieurs années pour les copropriétaires. Et puis aussi pour payer un moindre coût quand on regroupe un peu par lots de travaux. Et donc, on a commencé à faire notre petite enquête et la toute première chose qu'on avait faite, c'est qu'on s'était inscrit sur Internet, sur Coach CoPro. Donc, tout le monde peut y accéder. Il n'y a pas besoin d'être au conseil syndical ni quoi que ce soit. Il faut répondre à des questions assez générales, type de chauffage, collectif, gaz, individuel, tout ça, décrire un peu la copro, l'immeuble. Et puis ensuite, assez rapidement, on a eu un retour d'un référent. Donc, dans un premier temps, c'était Monsieur Renaudin qui nous a contactés pour avoir un premier contact avec nous. Et puis après, rapidement, il nous a envoyé pour aller visiter, il nous a invités pour aller visiter une copro qui avait déjà lancé les travaux, qui étaient en phase travaux, donc ils avaient fait déjà la conception, qui était dans le 18e et qui ressemblait exactement à la nôtre, c'est-à-dire immeuble années 70, qui avait les mêmes problématiques que nous avons. Et du coup, ça nous a donné une idée. On a discuté un peu avec le conseil syndical là-bas, avec l'entreprise qui était en charge, du coup, l'AMO et l'architecte qui était en charge de diriger les travaux. Et voilà, suite à ça, on avait demandé à l'APC, du coup, d'intervenir, expliquer un peu la démarche à l'ensemble des copropriétaires, parce que nous, CS, on était convaincus, mais on voulait, avant même de voter le DTG, mobiliser un grand nombre de copropriétaires. Donc, on a pris un rendez-vous, on a affiché partout dans la copro, réunion Zoom, et donc pour expliquer les différentes étapes, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui avec des réponses détaillées aussi sur les aides, comme tout ça. Donc voilà. Et il y avait aussi des questionnaires sur le côté. Chaque copropriétaire pouvait demander par rapport à son cas et tout. Et donc, on avait présenté en 2022 dans la convocation le vote pour faire un DTG. On s'était dit, parce qu'un DTG, à la fois, nous allons avoir donc les travaux à entreprendre qui sont nécessaires pour entretenir notre copro,
mais d'une manière prioritaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire avant quoi? Parce que par exemple, comme je vous disais, l'exemple de étanchéité et ravalement, ce sont deux travaux qui ont un coût assez élevé. Quoi faire avant quoi? Pour certains, c'est il y a une priorité, pour l'autre, pour d'autres, c'est l'autre, donc ravalement avant l'autre. Et du coup, on s'était dit être accompagné pour faire un DTG, on va avoir une vision globale de toutes les problématiques que nous avons dans notre copro. Et nous pouvons ensuite nous organiser pour voir comment est-ce qu'on propose aux copropriétaires de faire petit à petit les travaux. Est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que c'est supportable ou pas financièrement pour les uns et pour les autres? Et donc, on a fait voter donc, le DTG. Une chose aussi qui était intéressante, c'est que toutes les années, on proposait un vote pour audit énergétique. Je pense que c'est obligatoire de le mettre quand une copro ne l'a pas voté. Et à chaque fois, c'était rejeté. Et là, ce qui était intéressant, c'est que dans le DTG, non seulement on a un bilan technique de l'état technique de la copro, architectural, le bâtiment, tout ça, mais aussi on a l'audit énergétique dedans. Donc ça englobe les deux choses, la vision thermique et la vision technique aussi, l'état de santé du bâtiment. Et c'est intéressant parce que donc on peut lister les travaux par priorité, mais aussi ça nous donne une vision de toutes les améliorations qu'on peut avoir quand on a aussi accompagné par l'audit thermique. Donc ça, c'était très intéressant pour nous. Du coup, ça nous a poussé à poser d'autres questions. Et le chauffage, comment on fait avec l'augmentation du prix du gaz? Donc ça nous a ouvert à d'autres questions pour lesquelles n'étaient pas forcément prioritaires pour nous. Donc, une fois qu'on a voté le DTG, donc il y a eu un an d'études donc pour faire toutes les analyses. Le DTG, il faut répondre à un cahier des charges précis pour que ce soit accepté par l'APC et pour avoir la subvention. Donc, on a bien pioché dans le espèce de liste que l'APC partage sur Coach CoPro, je pense. Et on a regardé, on a fait une mise en concurrence et on a pris celui qui nous paraissait, on les a rencontrés, plus pertinents. Et l'étude a duré à peu près un an. Après un an, on a fait une réunion de copropriétaires, donc en forme de AG. Et on a invité, encore une fois, donc l'APC, il y avait Madame Autain qui était présente, et puis la personne qui a fait, donc l'entreprise qui a fait le DTG, qui est venue. Donc c'était réunion d'information. Il y avait d'autres résolutions à voter, mais concernant les travaux, il n'y avait que la présentation. Donc l'entreprise a bien présenté, expliqué, en tout cas, elle nous a fait un bilan de l'état de santé du bâtiment, les choses qu'il faut faire, les choses qui peuvent attendre et d'autres qui sont prioritaires. Et peut-être qu'on va voir plus tard, ils nous ont fait des scénarios, des propositions de forme de scénarios où on peut peut-être se diriger pour nous donner des idées, des lots qu'on peut faire ensemble cohérents. Et l'APC, du coup, a présenté le volet aide, accompagnement. Et donc, on a eu un temps de 6 mois à peu près pour les copropriétaires, pour laisser le temps à poser des questions, à discuter entre nous, à voir les pour et les contre, sans voter. Et puis, on a préparé en amont, conseil syndical, une note d'information, un petit récap de tout ce qui se passe, les dépenses qu'on a actuellement en faisant les travaux séparément, en mode urgence. Et donc, du coup, si c'est en mode urgence, on ne fait pas des mises en concurrence forcément parce que c'est en urgence, ou alors on ne profite pas de primes de tout ce qui est groupé. Et voilà, donc on a fait un peu un bilan de tout ce qui se passe dans la copro. On a rappelé qu'est-ce que c'est qu'un DTG, comment ça s'est passé. On a fait un calendrier indicatif aussi pour les copropriétaires. Et on a rassuré surtout tous les copropriétaires que les scénarios qui ont été présentés lors des DTG, qu'à aucun moment on va forcer tout le monde à aller vers tel ou tel scénario, mais c'est que c'est bien à l'AG, quand tout le monde aurait compris et tout le monde aurait su combien il va payer, combien il va avoir des aides, qu'on pourra voter collectivement d'un scénario qui nous convient le plus. Donc, il y avait plusieurs volets pour intéresser les copropriétaires habitants. C'était effectivement d'abord le confort pour les gens, été, hiver, réduction des charges pour le prix du gaz.
Et puis, finir avec les infiltrations d'eau, tous les problèmes nécessaires à gérer dans la copro. Et pour les copropriétaires bailleurs qui commencent de plus en plus à nous contacter, donc contrairement à ce qu'on peut penser, parce qu'ils savent tous que d'ici, avec les nouvelles lois, d'ici quelques années, ils ne pourront plus louer leur appartement sans avoir fenêtre double vitrage, certains éléments. Et on a reçu pas mal de mails pour nous demander est-ce qu'il y a un achat groupé ou des travaux groupés pour changer toutes les fenêtres qui sont à l'origine simple vitrage en double vitrage. Et c'est à ce moment-là où on s'était dit on a commencé à toucher bien plus de copropriétaires que ce qu'on pensait. Et on a fait donc cette note d'information qui répond un peu à tout le monde pour expliquer tous les avantages de ce qu'on peut avoir. Après ce temps-là, donc on a fait une AG extraordinaire que pour voter la mission, donc l'étape d'après, le DTG, la mission conception. On a nommé du coup un maître d'œuvre, une AMO et maîtrise d'ouvrage. Et pareil, on avait fait avant une mise en concurrence de 3 entreprises, même 4, et voir les pour et les contre pour chaque proposition et qu'est-ce qui serait plus intéressant pour nous. On savait qu'il y avait l'offre aussi de l'AMO public, donc avec Urbanis ou Solia, mais nous, ça c'est notre cas vraiment personnel par rapport à notre configuration de copro qui est très grande, donc 140 lots à peu près. Sur 3 bâtiments, il y a tout type d'habitants allant propriétaires occupants, propriétaires bailleurs, des personnes âgées, des retraités, des jeunes couples qui viennent d'emménager. Donc, tout profil confondu. On s'était dit que pour avoir une chance à passer notre projet, il fallait qu'on arrive à proposer des solutions pour les copropriétaires parce que l'idée, c'est pas non plus de choisir un projet ambitieux en mettant en difficulté certaines personnes qui pourront pas payer les charges. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui nous a motivés à aller vers une AMO privée, parce qu'il y a l'offre de recherche de financement, c'est-à-dire aller chercher des prêts, aider le syndic à aller chercher les prêts pour pouvoir, si un copropriétaire le souhaite, que ça soit pris en charge à 100%. Donc, je pense que c'est possible. Et là, du coup, on est tout au début de la phase conception. Donc, l'enquête n'a pas été faite. Elle va arriver très bientôt. Notre entreprise, donc l'AMO et la MEO, ils sont en train de faire des études techniques pour le moment parce qu'on a changé d'entreprise entre-temps. Donc, ils sont en train de valider toutes les réponses qui ont été données dans le DTG. Et maintenant, et d'ici, je pense, la rentrée, septembre-octobre, on va avoir un deuxième contact, du coup, pour commencer l'enquête et un atelier travaux avec les copropriétaires et l'assistant maîtrise ouvrage qui va expliquer, qui va répondre au cas par cas pour chaque personne combien elle va devoir payer si elle prend tel ou tel lot, expliquer aussi que c'est peut-être pas très pertinent de prendre, par exemple, changer les fenêtres sans faire l'isolation par extérieur. Voilà, donc expliquer un peu comment ça se passe par des sessions d'atelier, en fait, entre copropriétaires et l'assistant maîtrise ouvrage. Et voilà, je pense sur ce stade, j'ai un peu tout expliqué, sauf s'il y a des questions. On vous entend pas, je pense. En fait, on vous entend pas. Loïd, on Le t'entend micro pas. est... Oui, Ton micro est coupé. oui. Oui, pardon. Désolé, excusez-moi. Donc, je disais qu'avant de passer aux questions, je voulais juste revenir rapidement sur le dernier point qui est à l'écran. Donc, l'intégration ERP+ de la copropriété. Donc, c'est l'intégration au dispositif qui a été présenté précédemment par Charlotte Guénou. Et cette intégration, elle a dans un premier temps la copropriété avait dans un premier temps été présentée en octobre 2023 par la chargée de mission qui s'occupe de cette copropriété, Irène Autain. Et en fait, cette intégration n'a pas été tout de suite validée pour laisser à la copropriété le temps de réfléchir sur
quel type d'accompagnement elle souhaitait. Parce qu'il y avait, il me semble-t-il, il y avait une hésitation entre partir sur une AMO privée qui prendrait en compte tous les aspects qui viennent d'être évoqués par Madame Kazandar, notamment l'accompagnement sur des spécificités de copropriétaires et choisir un accompagnement par Urbanis ou Solia qui n'aurait pas permis d'entrer dans ce détail-là. Donc, de prendre en compte les situations personnelles des copropriétaires. Donc je l'évoque parce que c'est un point important si jamais parmi vous il y a des copropriétés qui souhaiteraient être intégrées à la suite d'un DTG ou d'une maîtrise d'œuvre. Donc, on va poursuivre rapidement donc pour rentrer un petit peu dans le détail du DTG de la copropriété. Donc, on va juste venir rapidement balayer les différents travaux. Juste pour la chronologie, donc moi je vais faire la présentation et Madame Kazandar, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir. Donc comme je le disais, la première présentation au comité Éco-Rénovons Paris Plus, c'était en octobre 2023. Ensuite, on a reporté la candidature en raison du choix de l'AMO privé qui restait encore à définir. Et ce choix, donc la copropriété l'a validé en mars 2024, ça vient d'être dit. Et c'est donc à la suite de cette validation en assemblée qu'on a pu intégrer la copropriété à Éco-Rénovons Paris Plus. Et en mai 2024, on a eu l'accord de principe de la métropole pour la subvention de 10 000 euros qui permet de démarrer la prestation de maîtrise d'œuvre. Donc, pour revenir rapidement sur les grandes étapes du DTG, je pense Madame Kazandar a plutôt bien présenté pourquoi ils sont partis sur un DTG. Et là, je vous montre juste un aperçu de leur DTG dans le contenu. Donc, il y a une présentation générale de la copropriété avec ses caractéristiques principales, l'état des obligations réglementaires, puisqu'il y en a, notamment, je pense que vous connaissez les obligations par rapport au ravalement. Aujourd'hui, il y a des obligations, notamment sur le DPE collectif et le plan pluriannuel de travaux, pardon, qui ont été votés dans la loi climat de 2021 et qui entrent en vigueur au fur et à mesure. Et ensuite, un examen de la situation comptable et du règlement de la copropriété. Et puis, en deuxième partie, on a l'analyse de l'existant. Donc, ça, c'est tout ce qui est examen des parties, différentes parties, etc. Donc, ensuite, elle l'a dit, donc, vous avez le diagnostic énergétique. Donc, ça, c'est la partie, l'audit énergétique du DTG. Mais vous avez également dans la partie, la possibilité, pardon, d'avoir une analyse architecturale qui est distincte de cette audit énergétique. Donc, ensuite, donc, en troisième partie, on a les préconisations du thermicien. Vous avez la présentation des améliorations, que ce soit d'un point de vue énergétique ou non, et vous avez ensuite le plan pluriannuel de travaux. Donc, ce que Madame Kazandar évoquait, c'est-à-dire la hiérarchie des travaux en fonction de l'urgence, c'est dans cette partie-là qu'on va retrouver tous ces éléments-là. Puis les comparaisons des différents scénarios. Et en quatrième et dernière partie, on a le plan de financement qui, à cette étape, donc dans le DTG, il n'est pas précis. C'est des estimations de subventions, de coûts de travaux, etc., qui peuvent évoluer naturellement avec, voilà, si les coûts, par exemple, l'inflation peut jouer sur ces estimations préalables. Et donc, au moment de la phase de maîtrise d'œuvre, on va étudier à nouveau dans le détail le plan de financement et les différents coûts des travaux. C'est plutôt au moment de la maîtrise d'œuvre qu'on a une photographie assez précise du coût des travaux et des montants des subventions qui sont mobilisables. Donc,
pour cette copropriété, voici les différents scénarios. Sur les, je crois, 2 slides avant, j'avais mentionné que la copropriété était plutôt orientée vers le scénario 4. Comme vous le voyez à l'écran, c'est le scénario le plus ambitieux, euh, avec un coût qui peut, je pense, effrayer certains, même si là, on parle d'une copropriété qui a plus de 140, à peu près de 140 logements. L'ensemble de ces travaux, donc du scénario 4, permettent à la copropriété d'atteindre une étiquette basse consommation. Donc, on atteint l'étiquette C pour le bâtiment A, l'étiquette C pour le bâtiment B également, et l'étiquette B pour le bâtiment C, ce qui peut jouer sur les coûts de l'énergie que cette copropriété dépend pardon, oui, les coûts de l'énergie que payent en termes de charges les copropriétaires au sein de cette copropriété. Donc, pour Juste, les économies, est-ce que je voudrais juste préciser une chose si on a le temps, évidemment, oui, sur le allez-y, on a scénario. le temps. C'est que là, encore une fois, à l'étape DTG, c'est des prix estimatifs, donc c'est pas une étude, l'étude réelle sur les vrais coûts avec un cahier des charges fait par l'ingénieur et l'architecte. Ça sera durant la mission conception. Et là, juste pour préciser, le scénario 0, c'est un scénario où on fait rien du tout que la peinture de la façade. Le scénario 1, ça comprend donc peinture façade plus menuiserie collectif et privé. Et ensuite, c'est que dans le scénario 3 où on a l'isolation par extérieur. Et c'est pour ça que le plan pluriannuel de travaux était très utile pour nous, parce que nous, on sait que notre priorité minimum, qui est dans le scénario 3, parce qu'il y a, pardon, j'ai dit isolation par intérieur, mais plus étanchéité. Voilà. Donc, on sait que nous, notre besoin, parce qu'on a des infiltrations, parce que les toits, c'est un immeuble, donc ça date de 40 ans, donc il n'y a pas d'isolant. Et en plus de ça, il y a des infiltrations. Donc, on sait que le minimum de travaux pour entretenir notre immeuble correspond au scénario 3. Donc, on sait que bon, la base estimative, c'est ce prix qui peut faire ce chiffre de 4 millions qui fait très peur. Mais on sait que c'est des choses qu'on doit faire à très court terme. Donc, la question dont on s'est posée, c'est est-ce qu'on le fait d'une manière tout ensemble en ayant les aides ou est-ce qu'on répartit sur plusieurs années et on va payer sans aucune aide, sans accompagnement et tout ça. Et ensuite, l'autre chose qui était très intéressante dans le DTG, c'est qu'on voit le scénario 4, les chiffres, comme vous le voyez, sont assez proches quand même du scénario 3. Il n'y a pas une grosse différence comparée aux autres scénarios. Et ce scénario-là, il propose en plus une amélioration de la consommation, une vraie amélioration énergétique avec, donc soit l'option, il y avait 4 et 5, mais nous, on était plus... Bon, bref. Il y avait soit l'option pompe à chaleur, soit l'option panneau solaire. Donc, c'est voir l'après, comment on peut faire pour améliorer aussi l'énergie qu'on consomme et aussi baisser les coûts des charges. Donc le 3, c'était un minima pour entretenir l'immeuble et le 4, c'est une vraie amélioration. C'est pour ça que, comme je dis, donc on n'a pas encore évidemment voté de scénario, mais on sait que la mission conception, pour toutes les copropriétés, on paye la même mission qu'on étudie le scénario 0 ou 4. Du coup, autant avoir toutes les informations, que tous les copropriétaires puissent avoir toutes les aides possibles en faisant tous les types de lots possibles. Et c'est que à l'AG dans un an, après les études, cahiers des charges et tout, qu'on peut donc voter un scénario qui nous correspond le plus, sachant qu'il y a un minimum de travaux obligatoirement qu'il faut obligatoirement faire. Voilà, merci. Très bien, merci à vous pour la précision. Donc, donc, ce scénario 4, il permet respectivement 56%, 65% et 62% d'économie d'énergie pour les bâtiments A, B et C. Et bon, je ne vais pas revenir dans le détail des travaux, ça a déjà été évoqué, mais là, vous avez le détail des travaux qui sont listés dans ce scénario 4, et tout en bas, vous avez donc
Le total TTC estimé, donc ça c'est l'estimation, y compris les honoraires, les assurances, etc. Et vous avez tout en bas le total des aides collectives. Donc ça c'est C2E, MaPrimeRénov' et Éco-Rénovons Paris Plus qui sont combinés ensemble euh, pour cette copropriété et ce scénario de travaux. Alors, donc, ensuite, là, on a donc le tableau de financement qui est organisé par type de logement avec donc les quotes-parts selon qu'on est sur un T1, un T2, T4 ou T5 et le total des aides auxquelles chacun peut bénéficier. Puis ensuite, donc là, c'est à peu près l'effort. Ce qui est intéressant là sur cette slide, c'est de voir l'effort mensuel estimé sans préfinancement. Donc ça, c'est si la copropriété ne souhaite pas faire de, de prêt collectif pour financer les travaux et avec un prêt collectif, euh, à combien revient cet effort? Et voilà, donc là, on a fini pour le cas du 52 rue Le Thor et je vous propose, puisqu'il est précisément 19h10, de passer aux questions-réponses. Est-ce qu'on a des questions? Diana, c'est Oui, à toi. j'ai noté quelques questions pour Madame Kassindar. Donc, d'abord, il y a une dame qui demande pourquoi vous avez changé d'entreprise. En fait, la première entreprise qu'on avait sélectionnée, c'était une entreprise globale, donc une grosse entreprise qui faisait tout type de travaux. Et on s'est rendu compte que nous, même si on était une grande copropriété, on avait besoin, bah, c'est comme le choix d'un syndic, en fait, partir sur un syndic qui est énorme ou un syndic qui est un peu plus à l'échelle humaine. Et nous, pour notre besoin à nous, on avait préféré de continuer avec une autre entreprise qui avait indépendamment, donc un architecte, bah, c'est pas la même entreprise. Il y avait un architecte qui s'associe avec assistant maîtrise d'ouvrage et qui travaillent ensemble. Pour nous, on se disait peut-être que c'est mieux pour l'équilibre un peu entre l'architecte et l'assistant maîtrise d'ouvrage de ne pas avoir les deux professions qui sont au sein de la même entreprise. Donc ça, c'était le premier bah, critère qui nous a fait changer d'entreprise. Et deuxièmement, c'était beaucoup plus petit, donc bien plus à l'échelle humaine, où on a maintenant donc une personne, donc bureau d'architecte et agence d'architecture et assistant maîtrise d'ouvrage. On a quelqu'un avec qui poser les questions, qui est chargé que de notre copro, qui vont créer une boîte mail spécifique à toutes nos questions. Donc ça nous a paru plus adapté par rapport à notre taille. Voilà. Il y a une autre personne qui demande, parce que je pense que c'est pas très clair, mais pourquoi vous avez choisi une assistance à maîtrise d'ouvrage privée? Je pense que vous pourrez juste détailler rapidement. Oui, alors nous, c'est vraiment ce que j'ai présenté tout à l'heure, c'est que, en tout cas d'après ce qu'on nous a dit, c'est que l'AMO public fait l'enquête sociale et fait la part d'aide par rapport au profil de chaque personne. Et que nous, comme on a ambition de faire un minimum de travaux, donc comme vous avez vu dans l'estimation, c'est quand même, ça arrive à 4 millions. On voulait pas passer à côté et faire à moitié les choses. Et on s'était dit qu'un projet si ambitieux ne passera pas sans prêt.
assurer un prêt collectif pour la copro. Parce que si on ne donne pas de solution, on dit à un copropriétaire que tout de suite, pour votre lot, vous avez 10 000 euros ou 20 000 euros à sortir tout de suite, c'est quelque chose qui peut empêcher le suivi ou l'évolution du projet. Alors que si on paye une entreprise, donc l'AMO privée, qui, elle, assure aussi la recherche de prêts, elle nous garantit ça dans le contrat. Donc, à ce moment-là, chaque copropriétaire a aussi la possibilité, s'il le souhaite, nous, on va demander collectivement un prêt pour la copro. Et chaque copropriétaire, s'il le souhaite, il peut demander ce prêt ou ne pas le demander. Mais en tout cas, on a cette possibilité, cette solution-là, qui est une solution en plus, en fait, c'est une option en plus pour chaque copropriétaire. C'est une manière de rassurer les gens et aller à l'avant et donner toutes les chances au projet de passer. Mm. Ça allège un peu cette pression Et financière. je me permets de compléter parce que ça rejoint, j'ai vu une question tout à l'heure sur la différence entre l'AMO public et l'AMO privé. Effectivement, ça a été évoqué par Madame Kazandar. L'AMO public ne s'occupe pas du tout de prêt. Donc, si vous avez dans votre projet l'intention de demander un éco-prêt à taux zéro ou de demander d'autres types de prêts, sachez que l'AMO public, dans leur cahier des charges, ils ne sont pas tenus de s'occuper des demandes de prêt. Et donc, la question qui va se poser, c'est est-ce que votre syndic est suffisamment armé pour le faire? Si la réponse est non, à ce moment-là, il vaut mieux effectivement partir sur une AMO privée qui peut gérer les demandes de subventions publiques et également le montage des dossiers pour les prêts collectifs. Merci Loïd. Alors j'ai une autre question. Les personnes veulent savoir si vous avez été satisfait du travail réalisé par Reanova. C'est juste un avis, si vous pouvez donner un avis. Oui, bien sûr que oui. Ils étaient très compétents. Les exemples de slides que vous avez vus, c'était le travail de Reanova. Mais comme je vous ai dit, c'est donc travail très bien fait, mais c'est encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez comme copro. C'est une très grosse entreprise. C'est un peu si je vous parle au niveau, si vous êtes dans un conseil syndical, si vous cherchez un nouveau syndic, si vous allez vers Foncia ou vers un petit syndic. C'est vraiment comme ça que nous, on l'a réfléchi en tout cas, aller vers une petite entreprise et non pas une grosse entreprise globale qui fait tout, qui a au sein d'elle tout type de corps de métier. On voulait, c'est pas du tout parce que Reanova n'a pas fait bien son travail, mais c'est plus la méthode qui est plus adaptée à l'accompagnement de notre copro nous a paru mieux si on va vers une petite entreprise et non pas une grosse. Voilà. D'accord, très bien. Là, il y a des questions spécifiques sur les scénarios 4. Je ne sais pas si Loïc, tu peux les remettre de nouveau, mais il voulait savoir si pour la pompe à chaleur, c'est une installation collective ou par appartement. Juste une petite précision. Je crois que la réponse est collective, hein. Oui, Collectif, ouais, oui. C'est une tout à pompe à fait. chaleur collective pour Et toute la copro. ensuite, quelle est la durée du prêt du scénario 4? Juste, La durée? du prêt pour les Ah, scénarios 4. Oui, je crois qu'il y a le tableau, il est sur 15 ans, me semble-t-il. C'est 15 ans. 15 ans, oui. Oui. D'accord, ok. Voilà, je pense qu'on a abordé toutes les questions concernant le projet. Alors, il y avait des questions précédentes auxquelles on n'avait pas Oui, répondu forcément. tout à fait. Donc, je vais commencer par celle de les présentations spécifiques pour les syndics. Alors, il faut savoir que de la part de l'APC, on organise une semaine sur deux, tous les vendredis de 15h à 17h, des réunions collectives pour les syndics pour présenter notamment toutes les démarches à accomplir dès la phase diagnostic jusqu'à la réalisation d'un projet de rénovation globale. Donc, c'est une réunion qu'on organise maintenant et que est ouverte à tous les syndics. Donc, voilà, une semaine sur deux. Ensuite, il y avait une question concernant la différence entre les DTG et un DPE collectif et un PPPT. Donc, il faut savoir que les DTG intègrent ces deux documents-là, mais il va au-delà du DPE collectif et du PPPT.
En fait, le DTG, il va compléter avec une étude orientée rénovation énergétique globale. Il va vous présenter donc au moins 3 scénarios avec les détails du financement, avec les coûts des travaux, les coûts par typologie d'appartement probablement, et une idée également des aides qui sont mobilisables. Donc, ça vous permet d'avoir une idée globale de ce que peut être réalisé dans votre copropriété. C'est un outil de communication aussi auprès des copropriétaires pour s'élancer rapidement dans l'action et passer dans la réalisation d'un projet de rénovation globale, comme je disais, dans un délai de temps assez court. Parce que vous savez, les réglementations évoluent très rapidement. Les travaux à titre individuel aussi sont réalisés. Donc, tous ces éléments-là font que les DTG soient un document qui vous permet de passer à l'action rapidement lorsque vous constatez qu'il y a une problématique dans votre copropriété au niveau énergétique et que vous voulez la résoudre rapidement pour vous apporter rapidement du confort et une amélioration concrète en termes de gains énergétiques. Loïc, je ne sais pas si Loïc, je sais pas si tu veux compléter avec. Non, c'est très clair ce que tu viens de dire. D'accord. Après, il y avait une question également sur Coach CoPro. Est-ce que chaque copropriétaire doit obtenir un identifiant? Euh, en fait, oui, chaque copropriétaire doit s'inscrire si vous le souhaitez. On encourage principalement au conseil syndical de s'inscrire, mais peu importe les membres de la copropriété peuvent s'inscrire. Demander si serait possible de transmettre les documents concernant la situation particulière des copropriétaires. Aujourd'hui, c'est pas encore possible de transmettre des documents sur Coach CoPro, mais nous, on va stocker les documents qu'on reçoit de votre part, de la part du syndic, par mail. On va laisser stocker là, donc ça nous permet d'avoir une centralisation de l'information. Et puis, si vous vous lancez dans les projets, il faudra transmettre les documents également à votre assistance à maîtrise d'ouvrage qui Alors, complètera. juste sur ce dernier Mhm. point, ça dépend où vous en êtes. Oui, On n'a pas forcément intérêt à avoir des documents de copropriétaires individuel. individuellement parce que Mm, nous, ce qu'on gère, c'est vraiment le projet collectif. Et comme ça a été évoqué, vous aurez besoin d'entrer dans le détail individuel, c'est au moment de l'intégration à Éco-Rénovant Paris Plus mm, pour ce dispositif en particulier, et peut-être au moment où vous envisagez de faire une demande de prêt collectif. Mais ça, ce n'est pas à nous de gérer ces aspects-là. C'est une fois que votre projet est assez précisé, c'est à l'AMO de prendre le relais ou à Urbanis de prendre le dossier pour pouvoir rentrer dans mm. le détail de la situation de chacun. Ouais, tout à fait. Et puis, en effet, sachez que toutes les informations qui sont transmises aux assistances à maîtrise d'ouvrage restent confidentielles et elles ne seront pas publiées parce qu'en effet, il y a tout un enjeu de RGPD d'une part et ensuite de confidentialité qui est géré par cet opérateur. Ensuite, il y avait la question, pourquoi des calculs de montant d'aide dans les DTG si ce sera refait ensuite dans la phase maîtrise de conception? Alors, sachez que, comme j'ai dit, les DTG, c'est un outil de communication, c'est un outil d'aide à la prise de décision. Donc, l'idée, c'est de vérifier, d'une part, la solvabilité de la copropriété par rapport aux impayés, des charges, par exemple, et une estimation des quotes-parts de travaux par typologie d'appartement. Donc, ça vous permet d'avoir une idée de quel serait l'investissement à réaliser, mais ça ne vous oblige pas à passer donc à l'étape suivante, maîtrise d'ouvrage. Donc voilà, ça vous permet d'avoir une idée. Et c'est à la phase maîtrise d'œuvre conception que cette information va être entre guillemets peaufinée grâce à cette enquête sociale et puis grâce aux informations que l'architecte collectera plus précisément auprès de la copropriété. Loïc, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, c'était très clair.
J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Il y avait une autre question. Comment motiver un commerce situé en rez-de-chaussée après la réalisation d'un DTG? Alors, si je peux répondre, c'est aussi l'intérêt d'avoir un gain énergétique, de réduire les charges également pour les commerces. Ça va apporter du bénéfice en termes des charges énergétiques au commerce. Donc, c'est vraiment un bénéfice qui va être réciproque tant pour les commerces que pour les copropriétaires. Je ne sais pas si tu veux compléter. Non. Alors, on a une autre question sur quelle est la différence de coût entre un DTG, un DPE et plan pluriannuel de travaux. Alors, c'est assez relatif parce que d'un côté, si vous êtes à Paris, on a le DTG qui est subventionné par la ville à hauteur de 5 000 euros. Et de l'autre, vous pouvez effectivement, ça dépend aussi du professionnel et du type de copropriété, de la taille aussi. Donc ça peut varier. Un DTG, on a une fourchette entre 8 000 à peu près et 15 000. On pourrait aller jusqu'à 20 000 pour des très très grosses copropriétés. Un DPE collectif, bah, c'est à peu près pareil. Je dirais que si vous faites simplement un DPE collectif, un compte pluriannuel de travaux pour une copropriété moyenne, vous êtes autour de 5 000 euros et un peu plus, entre 5 000 et 10 000 euros en fonction de la taille et du professionnel. Euh, J'avais vu passer une autre question. Donc, cumuler les aides DTG et études de conception, oui, ce sont des aides qui sont cumulables. Vous pouvez les obtenir à chaque étape. Chaque Il faut étape, faire c'est des deux demandes. étapes différentes. Mm, Donc, oui. ouais. Donc, c'est à peu près la même démarche. Il faut présenter des documents justificatifs, notamment le devis que nous allons étudier pour vérifier sa conformité par rapport à notre référentiel. Et voilà. Pour une petite copropriété, 20 appartements, cela vaut-il le coup de se lancer dans ce processus, notamment pour obtenir des aides? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les DTG réalisés dans des petites copropriétés également. Euh, voilà, ça vous permet d'avoir une idée des travaux de rénovation énergétique à réaliser. Euh, alors, juste pour compléter cette réponse, ça dépend un petit peu aussi de la copropriété. Moi, De j'ai un l'État. exemple d'une copropriété dans le 8e qui souhaite euh, toujours rentrer dans une démarche de rénovation énergétique, mais elle a estimé que le DTG n'était pas pertinent pour sa petite taille et qu'un audit énergétique suffirait, d'autant plus que une fois qu'elle a terminé l'audit énergétique et qu'elle a en quelque sorte des préconisations de travaux plus une estimation de gain énergétique, elle pourrait, en phase de maîtrise de conception, peaufiner ce scénario de travaux. Donc pour elle, il n'y avait pas d'enjeu à faire un DTG, mais c'est aussi parce que c'était une copropriété qui était plutôt assez bien entretenue. Et donc, voilà, ça dépend un tout petit peu du type de copropriété. Je vois une question concernant l'inscription à Coach CoPro. Alors, sachez qu'il y a un délai de 8 jours pour avoir une réponse par rapport à votre inscription. Euh, Idéalement, voilà, une fois votre inscription est validée, vous allez être contacté pour participer à une réunion d'information. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous indiquer votre arrondissement dans les messages et on essaiera de voir comment vous aider à être contacté plus rapidement. Alors,
par rapport au commerce qui est situé au rez-de-chaussée, alors c'est une local des contrôles techniques est ouvert à tout vent en permanence, donc sans isolation ni chauffage. Nous posons donc la question de sa motivation. Désolée d'insister. Bah, c'est des éléments qui vont être étudiés lors du DTG, notamment. Ça fera partie des locaux qui vont être visités, justement pour voir quelles sont les préconisations qui peuvent être faites par rapport à cet endroit-là, pour vous aider à avancer et à trouver les bons arguments pour les motiver. Alors, sans les DTG, on ne peut pas obtenir des aides. En effet, aujourd'hui, la subvention existe uniquement pour la réalisation du DTG, mais comme on disait tout à l'heure, ça dépend de la pertinence de réaliser cette étude dans la copropriété. Si c'est une copropriété qui est très bien entretenue et qui a très peu de dépenses énergétiques ou qui n'a pas vraiment besoin de faire des travaux importants. Alors, il vaut mieux, dans ces cas, partir sur la réalisation d'un DPE collectif et un PPPT. Il n'y aura pas des aides, mais les coûts de ces deux études, c'est beaucoup moins cher que la réalisation d'un DTG. Et comme ça, vous vous mettrez en conformité. Ça dépend de vraiment au cas par cas. Il faut étudier les caractéristiques de la copropriété et la la faisabilité de cette étude au cas par cas pour mobiliser les aides. Alors, il y avait une autre question. À Meudon, nous avons un problème de PLU. L'AMO aide-t-elle à la résolution des problèmes et relations avec les ABF? Alors, normalement, ce travail, c'est plutôt le travail de l'architecte ou du maître d'œuvre qui va euh, étudier, concevoir le projet. Et donc, c'est plutôt à l'architecte, au maître d'œuvre voilà, d'échanger avec soit les services d'urbanisme de la ville, soit les ABF pour pouvoir avoir les autorisations nécessaires euh, à la validation des travaux. Ensuite, les propriétaires bailleurs peuvent-ils prétendre à des aides individuelles? Oui, tout à fait. Après, comme je disais, ça dépend de l'étude réalisée par l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Sachez que voilà, les propriétaires bailleurs peuvent bénéficier des aides collectives et peuvent demander un éco-PTZ individuel également. Et ensuite, les prévisions des gains énergétiques sont-elles vérifiées en fin de travaux? Et si oui, comment? Souvent, on recommande aux copropriétés qui ont réalisé des travaux de rénovation énergétique de réaliser un DPE, de faire refaire les DPE à la fin des travaux. Comme ça, vous allez vérifier, constater que la note énergétique a évolué et que aujourd'hui, votre immeuble bénéficie d'un réel gain énergétique. Et puis ensuite, j'ai pas d'autres questions. Je Alors, pense je qu'on a vois une fait. remarque de Monsieur Hervé Nudon. Nous allons faire remonter votre remarque, puisque ni Diana ni moi ne sommes en charge du 14e arrondissement. Donc, on va faire remonter à nos collègues. Cette information, ouais. D'accord. Bah, sachez il y a une forte mobilisation des copropriétés en ce moment. Il y a beaucoup d'inscriptions. Donc, il se peut que voilà, les délais soient un petit peu plus rallongés que d'habitude. Donc, on vous demande également de patienter un peu. Je sais, du moins, c'est important. Donc, on va vérifier ce qui s'est passé là. Mais voilà, on est aussi fortement demandé en ce moment. Il y a beaucoup de projets. C'est ce qui est plutôt positif pour la ville de Paris. Très bien. Bah, je pense on a fait les tours des questions, si je ne me trompe pas. Tout à fait, je crois qu'on a fait le tour. Je voulais juste, je ne sais pas si Madame Rolnik a vu la réponse de Madame Kazandar. Donc l'AMO, c'était Rhizome. Mm. Et puis, il y avait aussi une question pour savoir si vous allez recevoir les slides à la fin de notre présentation. Oui, tout à fait, vous allez les recevoir. Toutes les personnes se sont inscrites au webinaire vont recevoir les slides.
Voilà, il y a deux nouveaux messages. Très bien. Eh bien, sur ce, il est 19h33. Je vous remercie pour votre euh, patience, pour votre participation, pour toutes les questions. Je vais remercier également Madame Kazandar pour son témoignage et sa disponibilité. Merci Diana pour les questions et le back-office. On vous enverra bien la présentation et le webinaire également a été enregistré, donc vous aurez un lien pour pouvoir le regarder si vous le souhaitez. Merci et bonne soirée à tous. Au Merci à revoir. tous. Bonne soirée. Au revoir.